Ciné Dimanche, c'est Zéro Stress avec Speedy. Dans un instant, la vie des médias. Sauge purifiante, romarin tonifiant, pour des cheveux brillants, pleins de vitalité. Nouveau Timothée herbe vitalisante, pensée nature. Souvent mes équipes me disent « Guy, ta forme, ça vient de quoi ?» Eh bien ma forme, c'est mon alimentation. Tous les matins, je croque des céréales, mais en biscottes. Parce que les biscottes de Berre contiennent 97% de céréales, source de fibres et de protéines végétales. C'est mon énergie pour bien démarrer la journée. Œufs de Berre le matin, c'est essentiel. A-t-elle les reins solides? Vérifiez la solidité financière d'une entreprise par Minitel 3617 Vérif pour une meilleure information sur les entreprises. Maintenant, il y a le nouveau pansement Gel Actif Hansaplast. Son gel actif révolutionnaire cicatrise 2 fois plus vite qu'un pansement ordinaire. Nouveau pansement Gel Actif Hansaplast, et ça va déjà mieux. Elle et moi, on avait décidé de se débarrasser du superflu. Mais pas d'essentiel. D'abord éliminer, et ensuite puiser naturellement assez de calcium et de magnésium pour garder le moral. Résultat, elle est merveilleuse. Tiens. Et ce ne serait pas pour lui tout ça? Contrex, mon partenaire minceur. C'est le moment ou jamais. Noël, c'est bientôt fini. Eh oui, plus que quelques jours pour profiter des spectaculaires de Canal Satellite. Les spectaculaires de Canal Satellite, c'est jusqu'au 31 janvier 2002. Après, il sera trop tard. Canal Satellite, le meilleur du numérique. Bienvenue. Pas trop dépaysé? Les fjords ne vous manquent pas? Non, j'en ai toujours sur moi. Fjord, c'est quoi? Ce n'est ni un fromage blanc, ni un yaourt. Fjord, c'est unique. C'est un goût à la fois doux et crémeux. J'en ai besoin pour retrouver toute ma nature. Bon voyage. Fjord de Danone, on a tous besoin de sa nature. Non cadrai farfallone amoroso, notte giorno ritorno girando, delle belle portando il riposo, Narcisset, toi... Renault vous offre jusqu'à 40 000 km de carburant pour l'achat d'un modèle de la gamme DCI. Du 7 au 31 janvier, les 25 jours DCI dans le réseau Renault. Mademoiselle, vous pourriez nous montrer votre nombril? Ça va pas, vous êtes Mon nombril. Et si vous essayez Sveltes 0%? Sveltes, 0% de complexe. Signé Nestlé. Ils sont là. Les nouveaux voisins. Les gens du cinéma. Ouverture le 16 mars, Walt Disney Studios, un nouveau parc à thème à Disneyland Resort Paris. Hey, je veux rencontrer nos nouveaux voisins. Venez vivre la magie du cinéma. Walt Disney Studios à Disneyland Resort Paris. Quelle idée a eu Liebig pour séduire les gourmands? Soupe créative. Un délicieux potage de légumes du soleil, parfumé d'une touche de basilic. Tous les plaisirs d'un mariage de saveurs réussi. C'est Soupe créative de Liebig. Liebig, une cuillère pour l'envie, une cuillère pour la vie. Ici, la perte de temps est le seul obstacle à la victoire. Avec les portables haute performance Evo de Compaq, équipés du processeur M-Mobile Intel Pentium 3, l'équipe BMW Williams F1 optimise ses réglages. Et grâce à Compaq, gagne de précieux dixièmes de seconde. Parce qu'ici, pour gagner une course, on gagne d'abord du temps. Et vous, comment gagnerez-vous avec Compaq?
là là, tous ces jus de fruits. Ils vont te rester sur les bras. Hein. Oh, mes enfants, j'aimerais bien qu'ils en boivent. C'est sain. Mais ils trouvent ça souvent trop acide. Tu connais pas Danao? Danao, c'est une boisson avec les bienfaits du jus des fruits et une touche de lait. Alors, pas d'acidité et ça change tout. T'avais raison, ils ont tout fini. C'est ça, le miracle de la touche de lait Danao. Pas d'acidité. Danao, une touche de lait, pas d'acidité et ça change tout. J'aime bien manger, donc il faut que ce soit bon, hein. Donc si c'est pas vraiment bon, je vais vous le dire, hein. Il y a des parfums qui apparaissent. Ça sent le cèpe. Super. Émincé de poulet au cèpe, l'envie d'envie de Iglo. En ce moment, vite, c'est remboursé. Appelez le 0820 804 904. Cuisiner, ce n'est pas toujours agréable. L'huile peut éclabousser et le beurre noircir. Voici Plante à fin Culinès. Une nouvelle façon de cuisiner, de saisir, sans éclabousser ni noircir. Plante à fin Culinès, le fin du fin pour cuisiner. Nouveau déodorant Famen. Une protection 100% masculine. Signe particulier, sa formule unique agit comme un bouclier de protection. Pour une fraîcheur interminable. Nouveau Famen. Exclusivement pour hommes. Mardi, je vous donne rendez-vous pour une émission exceptionnelle de Qui veut gagner des millions. T'as fait Ah non, j'ai bien fait. Ah non, non. Oui, mais là, t'as utilisé les 50-50. Tu la veux, cela? 8 célébrités tenteront de répondre à mes questions pour venir en aide aux enfants hospitalisés. On n'est pas là par hasard. Hein. Ce qui nous pose un problème, c'est la réponse. La totalité des gains obtenus sera reversée au profit de l'opération Pièce jaune. Tu nous laisses une métaphore un peu nazes. On perd un jockey, ça sera ta faute. C'est un échange. Non, pas du tout. Retenez-moi parce que je... Rendez-vous donc avec David Douillet, Mimi Mati, Véronique Jeunesse, Jean d'Ormesson, Michel Leb, Marc Lavoine, Gérard Jugnot et Mathilde Seigné. Qui veut gagner des millions spécial pièce jaune? C'est mardi à 20h55 sur TF1. C'est ton dernier mot, mon petit joker? C'est mon dernier mot, ma petite Véronique. Pardon, je me suis pas présentée, Joséphine de la Marche, je suis la nouvelle. C'est les tissus qu'on fait ici, madame. Votre âge? Il est toujours comme ça ou c'est un traitement de faveur? C'est-à-dire que c'est un petit peu compliqué. 35 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va ou je fais plus? Ça fait une demi-heure que je vous cherche partout. Qu'est-ce que vous croyez que j'appareille, je disparais en claquant des doigts? Je voudrais simplement obtenir un rendez-vous avec un médecin inspecteur. Je fais ça pour vous protéger. Bah c'est avec ça, je vois pas la vie en rose. Oula, le tissu. C'est pire qu'au hammam. C'est génial. Bon, oui. Pour tout problème, merci de contacter Joséphine, demain à 20h50 sur TF1. Vénus est au zénith. Revoilà nos belles captives en toute liberté. Voiles vaporeux, robes étincelantes, la sensualité enfin épinglée par les plus grands couturiers. Le printemps et l'été seront torrides. Quelle indécente imagination! Une invitation à la grâce par Vivienne Blassel. Mode in France Haute Couture 2002 en soirée sur TF1. Au sommaire de la vie des médias, un entretien avec le réalisateur Ridley Scott. Puis un dossier sur l'exception culturelle avec les éclairages d'Antoine de Clermont-Tonnerre, Bernard Millet et Daniel Toscan du Plantier. Tout de suite, les brèves de la semaine. Là, qui dit nouvelle coiffure dit nouvelle lunette. La petite paire de lunettes qui va bien, on n'hésite pas, la voilà. Non, c'est pas celle-là, tant pis, on change. L'Ilias Delaney a réalisé 3 films publicitaires drôles et pertinents pour Lynx Optique. La marque se recentre sur un oublié du système, l'opticien, mais ne l'est pas qui veut. Peut-être celle-là. Et si vous confiez vos yeux à un opticien, un vrai? Là, c'est parfait. Lynx Optique, 3 mois pour essayer vos lunettes chez vous. L'expansion change de visage et de périodicité. Le titre reprend sa forme mensuelle et s'étoffe pour élargir son audience avec une meilleure lisibilité. Une politique de supplément va se développer en parallèle. Notre ambition est, avec ce journal, créer un événement de la même portée que celle qui avait été le lancement de Capital il y a 10 ans. Je pense qu'il y a des effets de génération dans la presse et dans la presse économique et qu'au bout d'un certain temps, il y a besoin d'un fort renouvellement. Notre ambition est de représenter ce renouvellement.
La chaîne d'événements sportifs Eurosport News vient d'être lancée en Angleterre et en Italie. Un lancement doublé d'une campagne publicitaire adaptée à chaque pays, humour très british ou fierté italienne. La chaîne devrait arriver en France, mais aucune date n'a encore été arrêtée. Notre ambition, c'est de la rendre mondiale. C'est-à-dire, nous avons constaté que ce concept que nous avons lancé en septembre 2000 correspondait à une attente. Pas seulement en Europe, mais partout dans le monde. Et pas plus tard que demain, je pars en Chine, parce que nous avons des négociations très avancées avec les autorités chinoises pour diffuser Eurosport News en Chine. Ridley Scott est non seulement l'un des réalisateurs les plus talentueux d'Hollywood, c'est aussi un Européen convaincu qui a fait ses premières armes dans la publicité. De passage à Paris, à l'occasion de la sortie de son dernier film, La chute du Faucon Noir, il nous parle de politique, de communication et prend parti pour la spécificité culturelle. Le parcours de Ridley Scott est exemplaire. Après un premier court-métrage, ce Britannique obtient une bourse et part aux États-Unis étudier la mise en scène. Depuis, il joue dans la cour des grands. On lui connaît notamment Hannibal, Alien, Thelma et Louise ou encore Gladiator, film pour lequel il rafle 5 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur acteur. Son dernier film à l'affiche, La chute du Faucon Noir. Ridley Scott, bonjour. Bonjour. Après le 11 septembre, pourquoi avez-vous décidé de montrer un échec américain et de dévoiler la faiblesse des États-Unis? Lorsque j'ai terminé Prince of Photography en juin 2001, et après avoir fini le travail de post-production avec la musique et le montage, j'ai montré mi-août ma version au studio, qu'il a adoré. Nous avons alors prévu une sortie pour le 1er mars 2002, ce qui me donnait le temps de tout peaufiner. C'est alors qu'ont eu lieu les attentats de septembre. Notre réaction première fut de reporter la sortie du film, car il traitait de la guerre et des musulmans. Mais au bout d'une demi-journée, nous avons finalement décidé de le sortir, parce que le film était tout à fait pertinent au regard de ce qui venait d'arriver. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux États-Unis si vous demandaient de faire une campagne pour défendre les valeurs démocratiques? Quand on regarde l'enchaînement des choses depuis la Seconde Guerre mondiale, pour lesquelles je crois on s'est battu pour les bonnes raisons, on se rend compte que le journalisme s'est penché de très près sur tous les événements. On a commencé à voir un travail journalistique très précis, en particulier en Corée, au Vietnam, et dans tous les pays où ça s'est passé depuis. Cet examen minutieux effectué par les médias pour tout montrer au public a été d'un grand bénéfice. Et cela a éduqué les gens. Mais les Américains continuent à ne pas comprendre pourquoi il leur faut envoyer leurs fils sur un sol étranger, alors que tout cela ne les concerne pas personnellement. Et le 11 septembre a apporté une réponse, en montrant qu'il est indispensable d'être impliqué, et également que le monde n'est rien d'autre qu'un petit village global, et quelqu'un doit y tenir le rôle de chef. Jusqu'à quel point votre expérience dans la publicité vous a-t-elle aidé pour réaliser ce film engagé? Ce que m'a apporté mon expérience de publicitaire, c'est une rigueur qui permet de montrer le processus et pas simplement l'événement et la technique. Après le 11 septembre, on a dit qu'un certain nombre de films, comme les films de guerre ou les films catastrophes, n'allaient plus être produits. Est-ce que vous pensez qu'on va vers cette voie? Non. Plusieurs films de ce genre ont été faits depuis septembre. Je pense que le 11 septembre a mis en lumière la puissance médiatique du cinéma dans son ensemble. Il touche le public. Et il est dommage que ces questions ne soient pas davantage abordées directement par l'industrie du cinéma. Mais les studios, qui portent sur eux toute la responsabilité financière, sont toujours inquiets de ne pas réunir tous les fondamentaux d'un succès commercial.
Est-ce que vous pensez au contraire, comme on l'a vu à la fin des années 40, que le gouvernement américain aura besoin d'Hollywood pour défendre son point de vue? Effectivement, pendant la Seconde Guerre mondiale, la communication avec Hollywood était considérée comme un moyen efficace pour soutenir le moral des Américains. Mais moi, je n'ai jamais eu affaire à un tel phénomène à Hollywood dans ma carrière. Personne n'est là pour me dire de mettre une touche pro-américaine à mes films. Et est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir continuer à travailler dans les pays arabes, comme vous l'avez fait au Maroc avec votre dernier film? Je l'espère. J'ai beaucoup apprécié mes tournages au Maroc. Et ce serait vraiment très dommage pour eux. Cela joue un rôle non négligeable pour une tranche de leur économie. Car quand une équipe débarque, elle dépense de l'argent et emploie beaucoup de gens localement. Pour l'instant, il n'est plus envisageable de tourner dans un pays comme le Maroc, car il est improbable de trouver une assurance. Et qu'est-ce que vous apporte par rapport au cinéma une télévision quand vous préparez un grand projet avec HBO comme Churchill? Moi, je viens de la télévision, je viens de la BBC. Certains acteurs et réalisateurs ont pu penser que la télévision pouvait desservir leur carrière. Mais cela a complètement changé depuis une quinzaine d'années. La télévision est devenue une nouvelle vitrine pour un certain nombre d'acteurs qui peuvent y construire une belle carrière. Il y a un grand débat en France sur ce qu'on appelle l'exception culturelle. Est-ce que vous pensez que les comédiens, les réalisateurs, les écrivains ont raison de se battre pour défendre cette valeur-là? Chaque nationalité a le droit de défendre sa spécificité culturelle, son identité. Oui, je suis tout à fait pour. Je suis pour que des films soient tournés en français ou en allemand. Mais ce faisant, vous risquez de limiter votre marché. Et si vous limitez un film au marché francophone, cela aura des conséquences sur votre budget. C'est une simple relation de cause à effet. Mais je suis tout à fait pour. Ridley Scott, merci. Il a suffi d'une phrase de Jean-Marie Messier déclarant que l'exception culturelle française était morte pour que les créateurs, les réalisateurs et les musiciens français la défendent. Mais qu'est-ce que ce terme veut dire et pourquoi le défendent-ils avec autant d'acharnement? C'est en 1993, au moment des négociations sur le GATT, au plus fort de la tension entre la France et les États-Unis, que le mot exception culturelle est né. À cette époque, les Américains, qui contrôlaient déjà 95% de la production audiovisuelle et cinématographique mondiale, voulaient démanteler le système de protection français. Et ils réclamaient que la culture, dans son ensemble, fasse l'objet d'une libéralisation généralisée. On nous accuse souvent d'être protecteurs, mais on n'est pas protecteurs. On demande simplement à pouvoir s'exprimer, que nos artistes puissent s'exprimer, nos metteurs en scène puissent s'exprimer, sans avoir les problèmes économiques qu'on a vus apparaître dans des pays qui ont à un moment supprimé toutes les règles. Les artistes, les créateurs qui voulaient défendre leur existence ne parvenaient pas à faire entendre leur voix. Gérard Depardieu à Strasbourg, devant les parlementaires européens, a résumé la situation. Pour vous, qu'est-ce que le problème entre l'industrie française et le GATT et les Américains? Comment quel est le problème? Je ne sais pas quel est le problème. Quel problème? Moi, j'aime beaucoup le cinéma américain, j'aime beaucoup le cinéma européen, mais bon, il y a beaucoup de cinéma américain, il y a moins de cinéma européen. Et puis voilà. Et puis j'ai entendu un mot, exception culturelle. C'est joli. Le mot a fait mouche. Et le gouvernement d'Édouard Balladur, appuyé par Mitterrand, a mis alors son veto. Ou la culture est épargnée par les nouvelles négociations, ou nous ne signons rien. Et le gouvernement de Clinton céda, et Jack Valenti, le patron des studios américains, rangea ses armes au vestiaire. Et depuis presque 10 ans, les États-Unis se sont abstenus de rouvrir cette guerre qu'ils ont perdue. Liberté pour les autorités françaises, dans le cadre européen, de réglementer, de légiférer sur les subventions, sur les quotas, le cas échéant sur les mécanismes de soutien public au cinéma ou aux autres industries culturelles. C'est tout simple.
En déclarant au début de cette année que l'exception culturelle était morte, le patron de Vivendi Universal ne se doutait pas qu'il rallumait un vieux conflit. Jean-Marie Messier, en fait, se déclarait partisan de la diversité culturelle, c'est-à-dire du droit pour tout pays de développer ses particularismes, et tout le monde a cru qu'il s'attaquait à la culture française. Je ne pense pas que, en clair, Jean-Marie Messier soit l'ennemi public. Je pense qu'il défend avec énergie, reconnaissons-le avec talent, son groupe et son entreprise, qu'il a une vision. Face à cette vision, il doit y avoir une vision politique et que l'entente entre les deux passe par un arbitrage public politique. Voilà, c'est comme ça que ça a fonctionné, il faut continuer comme ça. Les producteurs, les réalisateurs, les comédiens, les chanteurs, les écrivains se mobilisent, soutenus par le président de la République et le Premier ministre. Il est souvent indispensable de défendre l'exception culturelle. Les œuvres de l'esprit ont besoin pour éclore et s'épanouir d'un environnement favorable et de ne pas être sacrifiées au nom du seul profit. La mobilisation n'aurait pas été si forte si à la fin de l'année ne devait pas être renégociée la directive européenne Télévision sans frontières, clé de voûte de l'exception culturelle. Et comme la France est isolée sur ce dossier, toute déclaration qui affaiblit ses positions alarme les milieux culturels et les politiques. Le nouveau présent. Walt Disney Studios ouvre ses portes le 16 mars 2002 et le nouveau parc dédié au cinéma fait déjà sa pub à l'échelle européenne. Un film Léo Burnett très Disney. Nous travaillons pour Disney aux États-Unis, donc depuis longtemps, donc on a une expérience, mais là on a fait en sorte que ce soit une création destinée aux Européens et testée sur des Européens. Le 36e Midem s'est tenu à Cannes cette semaine. Il a attiré quelques 10 000 personnes, on y a parlé de musique en ligne, du bon chiffre d'affaires du marché du disque en France, et lancé Cindy 2002, la comédie musicale de l'automne prochain. Enfin, le ministère délégué à la famille et à l'enfance a décidé d'interpeller les téléspectateurs et de leur faire comprendre qu'il est urgent que chacun se sente responsable. Non, pas ça. Chut, tais-toi. Maltraitance et violences sexuelles sur mineurs. Se taire, c'est laisser faire. Appelez le 119 ou contactez la police ou la gendarmerie. Oh là là, tous ces jus de fruits. Mais ils vont te rester sur les bras. Hein. Oh, mes enfants, j'aimerais bien qu'ils en boivent. C'est sain. Mais ils trouvent ça souvent trop acide. Tu connais pas Danao? Danao, c'est une boisson avec les bienfaits du jus des fruits et une touche de lait. Alors, pas d'acidité et ça change tout. T'avais raison, ils ont tout fini. C'est ça, le miracle de la touche de lait Danao. Pas d'acidité. Danao, une touche de lait, pas d'acidité et ça change tout. Un annuaire toujours disponible? Appelez Scout au 3200. 15 minutes. Ça paye d'être un tueur dans ce pays. 2 tueurs prêts à tout pour devenir célèbres. Je veux savoir qui sont ces deux gars, je veux savoir à quoi vous êtes mêlés et je veux le savoir tout de suite. Robert De Niro dans un polar percutant. 15 minutes en VHS et DVD Prestige. Tournez à gauche. Auto-PC. Radio. Tournez à droite. Tournez à gauche. Vous êtes arrivé. Avec le système informatique AutoPC, c'est votre voix qui commande la radio, le téléphone, la messagerie et le GPS de la Citroën C5. Découvrez également C5 HDI X à 20 000 €. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Faites-moi partir un risotto de poisson. 2 minutes, Gilbert. Un mijoté d'aubergine à la grecque, s'il te plaît. On envoie une fondue de pommes de terre aux champignons. Parce qu'on veut toujours le meilleur pour son bébé, Blédina a créé Blédi Chef, une gamme de petits plats gourmets conçus par un grand chef. Blédi Chef, rien n'est trop bon pour les bébés.
viol collectif est un viol, et c'est un crime passible de 20 ans de prison. Chaque jour, plus de 40 enfants sont victimes de maltraitance et de violences sexuelles. Se taire, c'est laisser faire. Appelez le 119 ou contactez la police ou la gendarmerie. Printemps-été 2002, haute couture et l'un des défilés, on le sait, on redit toujours la même chose, mais que trouver d'autre? L'un des défilés les plus attendus, c'est celui de mon invité, Christian Lacroix. Bonjour. Quel bel écharpe. C'est partie des porte-bonheur. C'est vrai? Ouais. Pourtant on dit que le vert n'est pas une couleur porte-bonheur. Non, on sera à contre-courant. Et ça vous porte vraiment bonheur? Franchement, je l'aime, c'est tout. C'est tout. Et cette collection-là, je vous surprends juste avant le défilé, vous pouvez en dire quelques mots? Elle est complètement achevée ou il y a encore quelques petites hésitations? Non, il y avait d'énormes doutes pendant la nuit, mais il aurait peut-être fallu tout revoir de fond en comble, alors c'était vraiment pas la peine. Non, pas de panique. En plus, on a un ciel printanier, presque estival. Comme d'habitude, l'histoire de la collection, elle arrive aujourd'hui. Moi, j'ai toujours l'impression qu'elle se raconte elle-même le jour du défilé. Avec le décor que je découvre, que j'ai voulu, mais que je n'avais pas vu construit, je me dis que c'est presque comme un ponton sur une piscine. Voilà, donc c'est une collection qui est plutôt très simple dans sa surcharge, on va dire. C'est une collection. Ça, c'est du Lacroix, ça, c'est dans sa surcharge. Oui? Non, je crois qu'après les années graphiques, géométriques, qui ont été un peu mes années de régime, je ressentais le besoin d'avoir une structure, d'avoir une architecture pour poser justement le décoratif. Disons qu'il y a encore 2 ou 3 saisons, ici même, j'étais en pleine recherche d'une certaine architecture, d'une épure, comme si j'avais fait un régime. Et qu'aujourd'hui,